D'abord, pourquoi est-ce que je dis qu'il faut enlever nos œillères du digital? Parce qu'en fait, le digital, il est partout. Il est un peu comme l'électricité, donc arrêtons d'en parler. Il y a eu récemment des conférences sur est-ce qu'il faut réfléchir à l'impact de l'électricité sur les entreprises. Bon, on n'en parle plus. Bon. Et pourtant, il se passe beaucoup de choses dans l'électricité aujourd'hui. Donc le digital, c'est pour ça que j'appelle ça le post-digital, il est partout. Il a été un facteur extraordinaire de réduction des coûts de transaction, en particulier. Il a encore un potentiel énorme d'amélioration des processus. On va le voir d'ailleurs dans une autre session de nos consommations d'énergie, de nos systèmes de contrôle, de nos systèmes d'information. Mais quand je dis que je défends le post-digital comme système de pensée, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter le digital. Loin de là, elle n'est pas terminée la transformation digitale. Hein. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a plusieurs choses quand on parle trop du digital. D'abord, c'est de moins en moins un facteur compétitif durable. C'est-à-dire que aujourd'hui, si dans votre entreprise, quelle qu'elle soit d'ailleurs votre organisation, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait en termes de digital, vous n'êtes plus compétitif. Donc, ce n'est pas un facteur compétitif durable puisque tout le monde le fait. C'est un must. Bon, c'est un peu comme si vous disiez je ne vais pas mettre d'électricité. Non, c'est absurde. Bon. Deuxième chose, les œillères du digital nous cachent en fait un certain nombre d'effets pervers du digital. J'en vois deux en particulier. L'un, c'est que le digital a beaucoup déshumanisé nos contacts humains. On a de moins en moins de contacts humains, c'est un vrai problème. Et le deuxième, c'est que ça a un peu déautonomisé un certain nombre d'agents. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur l'ordinateur, on s'appuie sur le digital et on a un peu perdu son autonomie personnelle. Et puis, surtout, les œillères, elles nous empêchent aujourd'hui de voir les nouveaux bouleversements, parce qu'on n'arrête pas de parler de la transformation digitale, et donc ça absorbe une part un petit peu trop importante de notre attention. On ne regarde pas les autres forces qui vont structurer notre société. Bien. Le digital, ça doit rester à notre service, comme l'électricité hier, comme l'IA demain, mais ça ne peut pas remplacer notre libre arbitre ou le contact humain. Donc on a vraiment besoin de travailler là-dessus. 5 forces aujourd'hui. L'intelligence artificielle, les neurosciences, la biologie, la nouvelle économie et la nouvelle sociologie. L'intelligence artificielle, alors on va en reparler, c'est un point extraordinairement important. Ce qui m'ennuie avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on a tendance à penser qu'elle est dans le digital. C'est pas vrai. Donc l'intelligence artificielle, elle utilise le digital, évidemment, elle utilise les bases de données, elle utilise les algorithmes numériques, etc. Mais elle enrichit, elle ne remplace pas parce qu'elle est inexacte, elle est approximative. Là où le digital réduisait les coûts de transaction, l'intelligence artificielle réduit les coûts de prévision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez, par exemple, grâce à une très bonne intelligence artificielle, dire que telle radio des poumons, à 92-93%, il y a peut-être bien un cancer dans ce poumon, mais pas à 100%. Donc on est toujours ici dans une logique d'évaluation, d'estimation extraordinaire d'ailleurs, mais ce n'est pas de l'exact. Pour vous donner une idée là-dessus, toute simple, quand vous recevez votre feuille d'impôt à la fin de l'année, elle est exacte. C'est-à-dire que si les données qui ont été mises dans le système du fisc sont correctes, votre impôt va être correctement calculé au centime près. Alors que si le fisc vous disait c'est à 5% près, vous ne seriez peut-être pas d'accord. L'IA, elle est à 5% quand ça marche bien, à 5% près. Quelquefois, c'est à beaucoup moins. Exemple très simple pour que vous compreniez ce que je veux dire ici. Quand vous dictez quelque chose à votre smartphone, il y a quelques chances qu'il se trompe. Bon, il est rarement à 100% exact par rapport à ce que vous avez dicté. Bien. Donc, l'IA n'est que approximative. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a comme impact? Ça veut dire qu'on va avoir des abus de confiance. On va croire, à la fois les dirigeants et les opérateurs, des utilisateurs, que l'IA est exacte, ce qu'elle n'est pas. Ça va poser des vrais problèmes. Elle a aussi, deuxième grand problème de l'IA, des biais très importants, dus en partie à sa base de données. Quand la base de données n'est pas bonne, ou quand les programmes ne sont pas bons, ou quand il y a des bugs, elle a des biais. Quand on avait beaucoup moins, on avait des bugs avec le digital, mais on n'avait pas de biais. Et puis, dernier élément qui va aussi apparaître avec l'IA, qui est très, très intéressante au cours des prochaines années, c'est une certaine déshumanisation de certaines interactions, dès lors qu'un certain nombre d'opérateurs vont se baser sur l'IA et non pas sur leurs relations humaines. Donc là, on a une vraie force qui va bouleverser les entreprises, notre vie quotidienne dans les prochaines années et qui n'est pas du digital. Deuxième force sur laquelle je voudrais rappeler un petit peu ce qui est en train de se passer, c'est les neurosciences. Les neurosciences sont en train d'enrichir
et de changer un certain nombre de nos valeurs, importantes d'ailleurs. Notamment, elles nous permettent de commencer à mieux analyser ce qu'on pourrait appeler nos biais décisionnels, et donc nous faisons. On a tous des biais, on le sait. Eh ben, les neurosciences nous permettent d'avancer un petit peu là-dessus. Les neurosciences vont aussi changer la façon dont on fait de la formation et de l'apprentissage, la façon dont on fait passer les informations aux autres, y compris dans les musées d'ailleurs, ça pourrait être une discussion intéressante. Elle va changer les relations entre les hommes à travers notamment des choses comme le nudge, c'est-à-dire l'incitation à penser ou à faire quelque chose de façon différente. Ça peut aller assez loin puisqu'on a dans le nudge à la fois une dimension qui est rationnelle, c'est-à-dire qu'on permet aux gens de changer un petit peu leur opinion, mais on a aussi une dimension manipulatoire. Objectivement, le nudge est une forme de manipulation. Donc, à quoi ça va nous amener, les neurosciences? Principalement à de meilleures situations décisionnelles. Donc, moi, je suis très optimiste par rapport à ça, y compris et surtout de façon collective. Mais aussi, malheureusement, un certain nombre d'utilisations probablement éthiquement un peu douteuses, notamment quand on passe en manipulation marketing ou en manipulation politique. Donc, les neurosciences vont changer la façon dont fonctionne notre société. Troisième grande force, et aujourd'hui on est vraiment dans un séminaire d'introduction, donc je me suis permis de passer rapidement sur ces forces. Troisième grande force, c'est la biologie. La biologie, on n'en parle pas assez, même si récemment Joël Doranet a sorti un très très bon bouquin sur la symphonie du vivant, où il parle beaucoup de biologie. Mais je voudrais juste rappeler une petite chose en biologie. C'est la première révolution du XXe siècle. C'est pas l'automobile, c'est pas l'aviation, c'est pas le nucléaire qui a changé le XXe siècle, c'est la biologie. Si vous pensez que la biologie ne compte pas au XXe siècle, alors demandez-vous pourquoi est-ce qu'on est passé de 1,7 milliard d'individus en 1900 à près de 8 milliards en 2000. C'est exclusivement à cause de la biologie. Parce qu'on a inventé les vaccins, les médicaments et tout un tas d'autres choses qui font qu'on a prolongé et amélioré la vie. Donc on a vraiment ici une dimension extraordinaire qui a bouleversé le XXe siècle. Bouleversé parce que, si vous y pensez bien, la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui, nous ne les aurions pas si nous n'étions pas 8 milliards. Si on était encore 1,7 milliard, on n'aurait pas les mêmes problèmes de pollution, on n'aurait pas les problèmes de migration tels que ceux qu'on a aujourd'hui, etc., etc. À quoi va servir la biologie? Elle va servir à plusieurs choses. Elle va servir d'abord à faire de l'analyse. On analyse de mieux en mieux le génome. On peut donc commencer à faire des prédictions de santé publique, de diagnostic collectif ou individuel. On va aller beaucoup plus loin dans l'analyse des génomes. Deuxième dimension qui est intéressante dans la génétique, c'est qu'on a ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire la capacité d'analyser ce que font certaines substances sur nos gènes. Ça déclenche en particulier des cancers, mais pas seulement. Et donc l'idée ici, c'est de comprendre en quoi, sans qu'on le veuille, des substances nous changent. Très très important en industrie. Si vous êtes dans l'industrie cosmétique par exemple, et vous avez intérêt à savoir si tel et tel composant que vous mettez dans un rouge à lèvres, on risque de créer des cancers chez les gens qui vont les utiliser. C'est plutôt important. Mais en fait, c'est important partout. Dès lors qu'il y a des composants quelque part, dès lors que ces composants peuvent avoir un impact sur les gènes, on est dans une logique d'épigénétique fondamentale qui va bouleverser le XXIe siècle. On a aussi, et ça c'est peut-être ce qui va bouleverser encore plus le XXIe siècle, c'est la modification du génome. Vous avez vu qu'on vient d'avoir un prix Nobel pour le système CRISPR-Cas9. On va pouvoir modifier de plus en plus les génomes, le gène des individus, pour améliorer, supprimer, dans certains cas, des êtres vivants, des plantes, des animaux, etc. Et en passant par les virus et autres chimères qui vont se présenter. Mais la modification du génome, c'est quelque chose qui va bouleverser considérablement le XXIe siècle. On va arriver dans un univers qui va ressembler un peu à Gattaca, pour ceux qui ont vu le film Welcome to Gattaca. Qu'on le veuille ou non, on va y arriver. Et puis, il y a quand même aussi un autre aspect très positif dans la génétique, dans la biologie, pardon, c'est qu'on va trouver des nouveaux moyens de peut-être réduire la pollution, absorber le CO2, transformer les plastiques. Donc on va avoir aussi là des façons, grâce à la biologie, de changer la façon dont nous regardons le monde. Donc à quoi est-ce qu'il faut s'attendre ici? Des découvertes scientifiques probablement à couper le souffle, notamment des nouveaux progrès en santé, en vaccins, etc. On va avoir des asymétries informationnelles et économiques qui vont générer quelques inégalités et quelques injustices à cause de la biologie. Je m'explique. Sur le plan financier, une question qui va se poser par exemple, c'est qui peut se payer de nouvelles thérapies? Les thérapies géniques sont très chères.
hein. En gros, une thérapie génique de base, c'est 100 000 $. Hein. Bon. Ce qui est à peu près le cas, d'ailleurs, le coût aujourd'hui d'une thérapie pour le cancer. Hein. Sur le plan éthique, est-ce qu'on va voir des discriminations qui vont apparaître? Par exemple, sur le marché du travail, est-ce qu'on ne va pas recruter quelqu'un parce que sa carte d'ADN montrera qu'il risque d'avoir telle ou telle maladie? Est-ce que ça va changer le marché du mariage? Est-ce qu'on va regarder et comparer les ADN de deux personnes avant qu'elles se marient, au lieu d'avoir simplement la visite médicale qu'on a aujourd'hui? Est-ce qu'on va avoir beaucoup plus? Est-ce que ça va changer le marché des naissances? C'est-à-dire que est-ce qu'on va faire attention aux bébés qu'on risque d'avoir? Est-ce qu'on va demander à modifier ces bébés, etc. On va avoir au XXIe siècle un bouleversement considérable de notre vie sociale à cause de la génétique. Implication, il va falloir éduquer, informer, éviter les désinformations. Alors là, on va en avoir un paquet. On a un beau programme, et là, effectivement, pour les musées en particulier, ça va nous faire un programme intéressant. Quatrième élément de grande modification, de grande tendance aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle économie. Alors on peut l'appeler l'économie de l'échange, l'économie du partage, l'économie des plateformes, l'économie du recyclage, l'économie du circulaire, l'économie de la proximité, etc., etc. Toutes ces économies, elles vont en fait amener un certain nombre de choses. D'abord, et ça peut paraître paradoxal, elles vont apporter plus de proximité humaine. C'est-à-dire que le contact humain va apparaître de plus en plus comme un luxe. Aujourd'hui, on n'a pas assez de contact humain, et on en a un petit peu assez quand on appelle quelque part de tomber sur un bot qui ne comprend rien, donc on va avoir besoin de contact humain. Et les entreprises qui seront capables de le remettre en place, ce contact humain, vont avoir en fait un avantage compétitif. Donc ça va être une sorte de luxe et d'avantage compétitif par rapport à la concurrence. On va aussi avoir, à cause de ces nouvelles économies, de nouvelles exigences humaines et sociales pour mieux rémunérer le travail humain. On a bien vu ce qui s'est passé pendant la crise du Covid-19. On voit bien qu'on veut rémunérer mieux les métiers de proximité, où il y a faible gain de productivité, mais très forte exposition au contact humain. On a un vrai problème qui est en train de se présenter aujourd'hui. On a déjà des vraies solutions, d'ailleurs. On va avoir de très fortes exigences sociales quant à la maîtrise de l'énergie, maîtrise des ressources, y compris en eau et en air. Donc ça, c'est quelque chose qui sort de cette économie, qui va se transformer en demande auprès des entreprises. On va avoir aussi de fortes exigences sociales quant à la réparabilité, la fin du gaspillage, la frugalité, le recyclage, etc. Et on va avoir assez rapidement, à mon avis, une note sociale des entreprises quant à leur respect des nouvelles normes sociales et pas seulement des normes réglementaires. Donc on a là quelque chose qui va être très très important, qui sort de cette nouvelle économie. Dernier élément, on a aussi une nouvelle société qui est pleine de paradoxes et de surprises, quelques-unes, parce que là, on n'a pas le temps de les regarder toutes. La relation à l'information est en train de changer considérablement. Je ne parle pas que des fake news ou de la propagande ou des bulles de filtre, mais regardez tout ce qui se passe avec la crise du Covid-19 sur la relation aux scientifiques, aux experts, aux institutions. On n'a pas terminé de comprendre ce qui est en train de se passer, mais on a une vraie révolution ici de la relation à l'information. Une petite citation que je voudrais vous donner, que j'ai notée pour aujourd'hui. L'affirmation pure et simple, dégagée de tout raisonnement et de toute preuve, est un des plus sûrs moyens de faire pénétrer une idée dans l'esprit des foules. Lorsqu'une affirmation a été suffisamment répétée et qu'il y a unanimité dans la répétition, il se forme ce qu'on appelle un courant d'opinion et le puissant mécanisme de la contagion apparaît. C'est surtout par le mécanisme de la contagion, jamais celui du raisonnement, que se propagent les opinions et les croyances des foules. Voilà, ça c'est une très jolie citation qui traite évidemment et notamment des fake news. Elle est de Gustave Le Bon et elle date de 1895. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait nouveau ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Par contre, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Dans notre société, on va aussi avoir ce que moi j'appelle le phénomène de la tripadvisorisation. Vous pourrez essayer de le prononcer, ça fait du bien le matin en se réveillant. La tripadvisorisation, c'est en fait le fait qu'on se mesure tous les uns les autres, on s'évalue tous les uns les autres, on évalue tous les services en permanence. Le problème qu'on a avec ça, c'est que c'est bien l'évaluation des foules, un instrument de mesure vraiment validé. Il s'agit de nos opinions ici, ce n'est pas de la science. Donc attention à ce qui est tripadvisorisation, ce n'est pas de l'évaluation au sens traditionnel du terme. Bon. Autre élément de notre société aujourd'hui, qui est un vrai enjeu sociétal en train de monter, c'est la solitude. On a de plus en plus de personnes qui se sentent seules. Ça a été mis comme l'un des principaux problèmes sociologiques par l'OCDE depuis 2 ans, qui essaie de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire contre la solitude. C'est un problème un peu particulier, mais qui est aussi lié à la baisse des contacts humains. On a aussi dans notre société une demande de responsabilité des entreprises.
Et on leur demande d'avoir plus de sens, plus de missions. On aura une session sur les entreprises à mission, c'est formidable. On leur demande plus d'écologie, plus de durabilité. On va leur demander plus de proximité humaine. Et on va aussi avoir quelque chose qui est un peu particulier, qui moi me semble assez difficile à traiter aujourd'hui. C'est ce que j'appelle la rétro-responsabilité. C'est-à-dire qu'en gros, nous serons responsables demain d'actions que nous avons faites aujourd'hui ou hier sans savoir qu'elles pouvaient avoir des conséquences négatives. Et ce qui était acceptable ou correct hier ou encore aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Et demain va vous tenir pour responsable de quelque chose que vous aurez fait aujourd'hui. On le voit bien, tout un tas de domaines dans lesquels c'est déjà apparent. On aura de plus en plus de rétro-responsabilité et la société ne nous pardonnera pas grand-chose. Ça va amener aussi, et je m'arrêterai là-dessus avec la société, sur de nouvelles inégalités par rapport à la valeur sociale, par exemple du travail, la valeur des compétences, des inégalités sur la santé et la biologie, bien sûr, des inégalités sur les capacités physiques et intellectuelles, en gros, des inégalités par rapport à ce que nous avons augmenté ou pas. Ça nous ramène encore à Gattaca. Toutes ces grandes forces nous amènent à deux grandes questions. Première grande question, comment est-ce qu'il faut faire entrer la science dans l'entreprise? À quel niveau? Vers quelle nature fractale de la réflexion est-ce qu'il faut aller? Est-ce que c'est au board? Est-ce que c'est au comité exécutif? Est-ce que c'est à la personne qui est en charge d'une opération? Est-ce que c'est de l'éthique? Est-ce que c'est une question d'éthique ou pas de faire entrer la science dans l'entreprise? Probablement en partie, bien sûr. En stratégie, ça va être quoi les avantages compétitifs de demain? Est-ce que là, on est capable aujourd'hui de revoir l'innovation dans ces nouveaux contextes? Et puis, surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui pour faire entrer la science dans l'entreprise, c'est vraiment la question d'éthique, c'est-à-dire est-ce qu'on va vers une RSE 2.0 dans laquelle il y aurait de l'éthique? Qu'est-ce qu'une entreprise responsable demain? Et peut-être encore plus complexe en termes de décision, où se trouve la responsabilité individuelle du dirigeant par rapport à celle du scientifique? Le scientifique, il a des points de vue, il a des connaissances. Le dirigeant, il doit prendre des décisions en univers incertain et sans avoir toutes les réponses. Donc on a des vraies questions de responsabilité qui vont se poser ici. Alors, il y en a qui disent que une solution simple, c'est de mettre en place un comité d'éthique. C'est extraordinairement difficile. Certaines entreprises comme Google ont essayé, le comité d'éthique a été dissous au bout d'une semaine, tellement il y avait de contestations sur sa composition, etc. Donc, c'est un petit exercice que vous pouvez avoir envie de faire, c'est si je fais un comité d'éthique, qui je mets dedans, quelle charte je lui donne, et quelle autorité je lui donne. Franchement, rien que répondre à ces trois questions-là, vous en avez pour un bon bout de temps avant de trouver des solutions. Ça, c'était ma première question. Comment est-ce qu'on fait entrer la science dans l'entreprise? Deuxième grande question que tout ça, ça amène pour moi, quel va être l'impact sur les organisations de tout ce que j'ai raconté là? L'une des illustrations que j'aimerais prendre, c'est de dire qu'il faut passer d'une armure très très belle du Moyen-Âge, qui est en fait la façon dont sont structurées nos organisations aujourd'hui, à une cape Jedi. Simplement, c'est pas si facile que ça de dire je vais enlever ce qui fait mon armure, alors que j'en suis très fier, pour passer à une cape Jedi, parce qu'en face de moi, j'ai des Jedi et j'ai pas des chevaliers du Moyen-Âge. Alors, c'est extrêmement difficile parce que ça veut dire qu'il va falloir changer dans les entreprises les stratégies, les structures, les systèmes et une partie de la culture. Je vais rapidement passer sur ces 4 points avant de m'arrêter. Sur les stratégies, une des grandes questions, c'est à quoi sert l'entreprise? On est très, très, très loin de Friedman qui disait que l'entreprise sert uniquement à enrichir l'actionnaire. On n'y est plus. C'est fini. On a des nouvelles missions qui deviennent plus structurantes, des décisions, de la façon dont va fonctionner l'organisation. Et puis, le social, la société devient une vraie partie prenante aujourd'hui, beaucoup plus importante que la simple pression de l'actionnaire. Changer les structures, ça veut dire qu'il va falloir casser un certain nombre de silos, promouvoir la transversalité, l'horizontalité, on en parle depuis des années, mais c'est vrai qu'il faut y arriver. Il faut accepter d'avoir des nouveaux acteurs dans la prise de décision, dans les organes de décision, c'est pas gagné. Par exemple, tout à l'heure, je disais, est-ce qu'on met des scientifiques au conseil d'administration? Oui, pourquoi pas. Il va falloir renforcer les unités de réflexion stratégique, de planification. Le gouvernement vient de remettre en place un commissariat au plan. Les entreprises, elles n'ont plus de direction stratégique aujourd'hui pratiquement, parce qu'on pense que chacun est capable de faire de la stratégie. Je plaisante un peu, mais à peine. J'ai été président de l'AFPLAN, qui était l'association française des directeurs de stratégie. On a dissous cette association parce qu'il n'y a plus de directeur de stratégie. En fait, il n'y avait plus de membres, parce que tout le monde pense qu'il fait de la stratégie. C'est une vraie question. On ne peut pas faire de la stratégie en faisant beaucoup d'autres choses à la fois.
La stratégie, c'est prendre son temps, c'est réfléchir, c'est arriver à un certain nombre de décisions que l'on va ensuite donner à ceux qui vont faire de l'opérationnel. Il va falloir changer les systèmes, enfin. Notamment, il va falloir regarder le recrutement, les RH, comment est-ce qu'on attire des talents dans ce monde-là, qu'est-ce qu'on leur offre comme mission, par exemple. Hein. Il va falloir changer la formation et le développement des hommes. On parle beaucoup de reskilling, il n'y a pas que le reskilling, hein, mais il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Il va falloir aider les dirigeants à prendre des décisions en univers incertain. Ça devient extrêmement compliqué, d'autant plus qu'on a un très très fort risque de rétro-responsabilité. Le dirigeant doit prendre des décisions en ne sachant pas finalement si elles vont être les bonnes ou pas quelques années plus tard et qu'est-ce qu'on va leur reprocher. Un bon exemple amusant, si l'on peut dire, qu'on a vu dans les derniers mois, c'est quelqu'un commande beaucoup de masques, on lui dit qu'il a commandé trop de masques, il brûle les masques, on lui dit qu'il n'aurait pas dû les brûler. Bon, c'est quoi une bonne décision aujourd'hui par rapport à un environnement tel que celui que nous avons ici et qui est visible de tous. Bon. Dernier élément sur les systèmes, il va falloir changer les indicateurs de performance. Là, on est vraiment dans un monde extraordinairement complexe au sens indicateur de performance. On ne peut plus avoir des choses trop simples. Ce qui m'amène au dernier point qui est le changement des cultures. On doit passer d'une entreprise qui était un peu introvertie à une entreprise qui est vraiment extravertie. On demande à l'entreprise aujourd'hui un truc qui est un peu particulier, c'est qu'on lui demande d'être très agile et en même temps plus collaborative. Est-ce qu'on remarque bien qu'en disant ces deux choses à la fois, en fait, on est dans une contradiction, dans une quadrature du cercle. Être plus collaboratif, ça veut dire écouter plus de voix, écouter plus de possibilités, faire travailler plus de gens ensemble, ce qui par définition est la source de la complexité. Et donc, quand vous avez trop de complexité, vous ne pouvez pas facilement être plus agile. Donc, on a un vrai paradoxe ici qui est en train de se poser. Moi, je tire de tout ça, personnellement, qu'il nous faut une vraie réflexion sur l'éthique et les valeurs humaines et sociales comme une sorte de boussole face au vent de ces nouvelles évolutions. Je n'ai pas parlé des évolutions politiques et géopolitiques, on pourrait rajouter ça ici. Deuxièmement, il faut absolument faire entrer la réflexion scientifique dans l'entreprise, dans les perceptions du grand public, et là, effectivement, c'est le thème même de ce que nous sommes en train de réfléchir ici. Et puis, il va falloir aussi vraiment faire entrer les sciences sociales dans la réflexion des dirigeants et du grand public. Je suis personnellement toujours étonné du fait qu'on ait aussi peu de sociologues dans les conseils d'administration ou même comme consultants auprès des entreprises. Il y en a quelques-uns, Dupuis étant un des plus célèbres, mais ça ne suffit pas. Il faut absolument qu'on comprenne beaucoup mieux comment se passe la société aujourd'hui. Je crois que vous soulevez deux questions en fait en même temps, toutes les deux parfaitement intéressantes d'ailleurs et tout à fait pertinentes. L'une, c'est effectivement l'échelle des temps par rapport à la prise de décision, et la seconde, c'est celle des indicateurs de performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, tous les trimestres, vous êtes confrontés à des indicateurs de performance financière, qui elles-mêmes se reposent sur quelle est la valeur actuelle nette des profits que vous risquez de donner dans l'avenir. Sur ce dernier point, après je reviens sur l'échelle des temps, on voit aujourd'hui une certaine évolution, lente, mais tout de même réelle, vers l'addition de nouveaux indicateurs de performance, notamment des indicateurs en RSE, en respect de l'environnement, en émissions de CO2, etc. Donc, on voit même des demandes, si vous regardez Larry Fink par exemple, qui demande aux entreprises dans lesquelles il est actionnaire d'avoir aujourd'hui une meilleure RSE. C'est assez intéressant de se préoccuper plus du climat. Ça veut dire qu'à moyen et long terme, c'est lent, je suis d'accord, on aura un changement des indicateurs. On l'a déjà un tout petit peu d'ailleurs, même chose, pas grand-chose, sur l'évaluation des dirigeants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'évaluation des dirigeants n'est plus que sur les résultats et les performances financières de l'entreprise. Loin de là, on commence à avoir des évaluations, des morceaux d'évaluation du bonus sur la RSE, etc. Vous avez par exemple un cas assez intéressant qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est celui de, comment s'appelle, Rio Tinto. Rio Tinto, où les bonus des dirigeants ont été supprimés, parce que Rio Tinto, en faisant des carrières en Australie, a détruit des grottes historiques, très préhistoriques en réalité, des tribus locales. Bon, ça a coûté leur bonus aux dirigeants. Donc là, on a un début d'indicateurs qui sont en train de changer. Ça, je crois que ça va compter. Bon. Maintenant, sur l'échelle des temps,
En fait, ce qui est en train de s'accélérer beaucoup, ça c'est vrai, c'est l'échelle des temps de réaction. C'est-à-dire que le marché réagit plus vite, les citoyens réagissent plus vite. Vous pouvez avoir une montée en quelques heures sur Internet d'une contestation par rapport à une décision qui vient d'être prise. Là, oui, on est dans des échelles de temps extrêmement rapprochées, ça peut être à l'heure près, c'est même pas au trimestre. Là. Bon. Par contre, je ne suis pas sûr qu'il y ait un changement de l'échelle des temps dans la façon de prendre en compte les grandes tendances et leur impact sur nos entreprises, toutes celles que je vous ai montrées aujourd'hui. On est dans des échelles des temps relativement longues. Alors, ça dépend des entreprises, ça dépend de la partie du business model, ça dépend de l'industrie dans laquelle on se trouve. Bon, par exemple, aujourd'hui, si vous êtes dans les cosmétiques, prendre en compte l'épigénétique, c'est quelque chose d'immédiat, ce n'est pas quelque chose qui va être dans 20 ans. Hein. Dans l'industrie de la construction, c'est un peu plus lent, bien que il faut quand même faire attention à l'épigénétique. On a quand même déjà vu, par exemple, tout ce qui touchait autour de comment s'appelait ce polluant qu'on mettait pour isoler l'amiante. L'amiante a eu des effets particulièrement importants. Donc, même dans la construction, on a ça. Donc là, l'échelle de temps, elle est vraiment à regarder en termes de quand est-ce que telle ou telle force va impacter mon business model. Et c'est rarement dans les 3 mois. C'est rarement dans les 3 mois. Alors, on est plutôt dans 1 an, 2 ans, voire 10 ans. En biologie, il y a des choses qui vont vraiment apparaître que dans 10 ans, voire 20 ans. Je vous donne un exemple de 20 ans qui peut être intéressant. Tous les ans, je demande à mes étudiants de Sciences Po, je leur dis, vous avez entre 23 et 26 ans, donc vous aurez des enfants dans une dizaine d'années, bon, à peu près, vous allez pouvoir faire modifier vos enfants pour les rendre plus intelligents, plus grands, avec les yeux bleus, les cheveux blonds, bon, vous allez pouvoir les modifier. Est-ce que vous allez le faire? Bon. Et du coup, c'est important parce que s'ils le font, c'est des gens qui seront sur le marché du travail dans 30 ans, ça, hein, qui auront été des humains modifiés. Bon. Et là, les groupes, c'est très intéressant, se divisent toujours en deux. La moitié de la classe, ou un peu moins de la moitié, dit « Mais enfin, vous êtes complètement tarés, non, mais ça ne va pas modifier les enfants, mais il faut laisser faire la nature, c'est quoi votre histoire ?» L'autre moitié de la classe qui dit « Ouais, pourquoi pas? Parce que je peux donner une chance supplémentaire à mes enfants. Je sais que les gens, par exemple, en neurosciences, on a vu que les gens qui sont beaux inspirent confiance. Je vais faire qu'ils soient plus beaux. » Bon, vous voyez, je plaisante à peine. Hein. Et puis, je les fais travailler ces deux groupes ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Le groupe qui dit « je vais les modifier » gagne. Parce que les autres disent « mais attendez, si eux modifient leurs enfants et moi pas, je donne un désavantage compétitif à mes enfants. Donc finalement, peut-être que je les modifie aussi. » C'est fascinant, c'est affolant, hein, quelque part. Et donc, on a là quelque chose qui est dans le très long terme. Parce que ça veut dire que le marché du travail va être modifié à 30 ans. Parce qu'on va avoir des gens... Alors, il sera modifié un peu avant aussi, pour reprendre une échelle de temps plus courte. La carte ADN sera disponible dans les 10 ans. Dans les 10 ans, chacun pourra avoir une carte ADN, sachant principalement les risques que cela peut présenter pour lui, d'utiliser tel produit, etc., etc. Bien. Qu'est-ce qu'on va en faire en recrutement? Est-ce qu'on va demander aux gens leur carte ADN pour les recruter? Est-ce que ça va modifier certaines de nos décisions pour les mettre en groupe, pour les mettre dans tel ou tel environnement de travail, peut-être des éléments de pollution auxquels il faut les protéger, etc. Alors, beaucoup rigolent quand je dis ça, mais en même temps, je vous rappelle quelque chose, il y a encore pas si longtemps, on demandait aux gens d'écrire une lettre à la main quand ils étaient candidats pour faire une analyse graphologique. Et pourtant, la graphologie, franchement, ce n'était pas de la science. Hein. Mais on leur demandait quand même, il y a des gens qui n'ont pas été recrutés à cause de leur analyse graphologique. C'est aberrant quand on y pense aujourd'hui. Est-ce que demain, on ne va pas prendre la carte ADN et dire je ne vous recrute pas parce que votre carte ADN dit que vous allez avoir une maladie quand vous allez avoir 40 ans et que cette maladie, en fait, va faire que vous allez être absent pendant 6 mois et qu'on ne va pas vous voir et que la mutuelle, ça va lui coûter cher, etc. Je ne sais pas si on ira jusque-là, c'est bien sûr de la science-fiction, mais c'est intéressant de se poser les questions sur cette partie-là de l'échelle de temps. Donc, pour répondre à cela, effectivement, il nous faut des directeurs de stratégie ou des consultants en stratégie qui vont vous aider dans le long terme. Je peux parler pour mon ancienne maison McKinsey qui fait ça très bien. Mais la question est, est-ce capable, en ayant d'autres responsabilités au comité exécutif, de faire aussi un travail sur le long terme alors qu'on est bouffé par la pression du temps à très court terme?
Ma réponse est non. Moi, j'ai été au comité exécutif de Manpower pendant plusieurs années. Je peux vous assurer que je ne pouvais travailler sur le long terme que parce que je n'avais pas de responsabilité immédiate à court terme qui risquait de bouffer mon temps. Et je pense que là, on a vraiment besoin de réfléchir à ça et de remettre des directions stratégiques dans les entreprises. D'abord, j'ai dit qu'effectivement, l'approche probabiliste, notamment avec l'intelligence artificielle, notamment avec la biologie d'ailleurs aussi, parce que quand on aura notre ADN très précis, il ne dira pas qu'on est sûr d'avoir telle ou telle maladie. Il dira qu'on a une probabilité plus grande que telle ou telle maladie nous touche. Ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir de la garantie. Bien. Et donc, qui dit probabilité, qui dit possibilité, doit dire réflexion. Et donc, il faut que nous reprenions en tant qu'être humain notre capacité à penser et à prendre une distance par rapport à ces probabilités, et donc à prendre des responsabilités, c'est-à-dire de dire je ne suis pas d'accord avec la probabilité qu'on me dit là, ou bien je vais prendre des mesures pour peut-être diminuer cette probabilité. Par exemple, si on me dit que j'ai un ADN qui fait que si je me mets à fumer, il y a de fortes chances que moi j'ai un cancer parce que la fumée du tabac peut provoquer un cancer, la décision à prendre, c'est de ne pas fumer, bon, par exemple. Et ça veut dire que, moi, il y a une philosophe que je trouve extraordinaire au XXe siècle, c'était Hannah Arendt. Hannah Arendt, elle a en fait un très grand message qui est pensons. Ne nous laissons pas embarquer par une pensée unique ou une pensée dominante ou une pensée autoritaire, puisqu'elle a beaucoup travaillé sur le totalitarisme. Et elle avait dit un truc qui était très, très violent lors du procès d'Eichmann. Elle avait dit, tout le monde dit que Eichmann est un monstre. Mais non, c'est pas un monstre. Eichmann, c'est un pauvre type. C'est quelqu'un qui ne pense pas. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui ne s'intéresse pas aux conséquences de ce qu'il fait qu'obéir aux ordres. Et là, je trouve qu'on a quelque chose qui est extrêmement important pour nous aujourd'hui. On a tellement d'aide à la pensée qu'à la fin, on ne pensera peut-être plus. Donc oui, je pense que c'est une vraie question qui est posée là, c'est une question extrêmement importante, mais la réponse, elle est en nous. C'est en nous de nous éduquer pour être capable de répondre à ça. C'est à nous de devenir un tout petit peu plus philosophe. C'est à nos systèmes éducatifs d'aider les enfants, les adolescents à mieux penser. Il ne faut absolument pas supprimer les cours de philo, il faut en rajouter de plus en plus. Et pareil dans les musées des sciences. Dans les musées des sciences, il va falloir aussi réfléchir à quelles questions philosophiques telle ou telle avancée scientifique nous amène-t-elle et comment individuellement pouvons-nous y répondre. Je crois qu'on doit effectivement se poser des questions sur le leader et sur le leadership aujourd'hui. Je pense qu'il est en train de changer, à travers notamment la prise en compte de tout ce qu'on vient de dire là. Et ce n'est pas que le leader d'entreprise d'ailleurs, c'est le leadership au sens large, aussi politique et géopolitique, vous l'avez souligné, absolument. Il y a en fait pour moi l'un des plus grands enjeux du leadership aujourd'hui, c'est l'acceptation de prendre des risques et de les assumer. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je faisais la comparaison avec le scientifique tout à l'heure. Le scientifique, il ne prend pas de risques. Il fait des analyses, il a une discussion scientifique avec les autres scientifiques pour savoir si ce qu'il dit est peut-être juste ou pas, ou si sa théorie va être validée ou pas, ou quand est-ce qu'elle pourrait être enfin invalidée. Parce que vous savez que le propre d'une bonne théorie scientifique, c'est qu'il faut pouvoir prouver qu'elle est fausse. Sinon, ce n'est pas une théorie scientifique. Donc, le leader, il n'est pas là. Il doit prendre des décisions alors qu'il ne sait pas. Il y a eu un cas très intéressant en Italie, il y a une quinzaine d'années, il y a eu un grand tremblement de terre qui a détruit un village entier. Et les scientifiques avaient été consultés parce qu'il y avait des vibrations dans le sol. Et les scientifiques à la télé ont dit, dans ce village, dans cet endroit, il y a des vibrations tout le temps. Donc, est-ce que ça annonce un grand tremblement de terre ou pas? On n'en sait rien. Elles ne sont pas beaucoup plus importantes que les vibrations d'habitude. Bon. Le lendemain de l'intervention au journal, très grand tremblement de terre, tout le village est fichu par terre, pas mal de morts. Bon. Et les politiques ont attaqué les scientifiques en disant, vous nous avez mal conseillé. Ils ont perdu au tribunal. Parce que le tribunal dit, c'est pas aux scientifiques de prendre des décisions, c'est aux politiques, c'était à vous de choisir de faire évacuer la ville ou pas. Et vous ne l'avez pas fait. Bon.
Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a des vrais cas de leadership. À partir de quand j'assume ce que j'appelais tout à l'heure ma rétro-responsabilité, c'est-à-dire que demain, je vais me faire taper sur les doigts. Et en réalité, le grand problème du leader aujourd'hui, c'est que quoi qu'il fasse, il va se faire taper sur les doigts. Prendre une décision dans un sens, de toute façon, elle ne sera pas bonne pour quelqu'un d'autre. Donc, et là, il y a une dimension. Alors, c'est intéressant parce que moi, quand j'étais étudiant à HEC, le leader, pour moi, c'était une belle image, c'était quelqu'un qui était capable d'entraîner le monde avec lui. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore une aussi belle image, parce qu'il y a un tel risque. C'est tellement compliqué qu'on voit même que des gens ne veulent même plus devenir manager aujourd'hui. Ils disent, non, moi je préfère être dans mon coin, je fais mon boulot, qu'on ne m'enquiquine pas. Donc on a des vraies questions ici sur le leadership qui demandent certainement des nouvelles compétences, dont les compétences de regarder toutes les forces que je mentionnais tout à l'heure, dont celle, pour moi c'est peut-être la plus grande, la compétence d'éthique, mais dans la compétence d'éthique, il y a celle, j'assume que je peux me tromper et que demain, peut-être, eh ben, on va me condamner pour m'être trompé. Et là, il y a quelque chose qui est quand même extrêmement risqué. Mais en même temps, ben, ça fait peut-être partie des attributs du leader demain. Voilà. Moi, je pense que c'est une question formidable que vous posez. C'est bien que vous travaillez dessus, notamment dans les institutions dont vous avez parlé. Moi, je suis dans un groupe de travail à l'Institut français des administrateurs, à l'IFA, sur quelque chose qui ressemble beaucoup à ça, en fait. Et bon, il n'y a pas de réponse aujourd'hui, hein, mais il y a des vraies questions sur comment est-ce qu'on va faire avec les leaders. Bon, Zola écrit j'accuse, vous écrirez j'assume. C'est très joli, oui. Alors d'abord, les œillères, pour moi, elles viennent surtout des médias et des consultants en organisation et en stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de vous vendre votre transition digitale. D'accord, mais il n'y a pas que ça. Donc il faut vraiment enlever ces œillères pour voir ce qu'il va y avoir d'autre derrière. Ça, c'est pour moi, les œillères, elles viennent de là. Ensuite, la question, elle va plus loin. Elle demande à qui profite le digital. Bon. Est-ce que c'est uniquement à ceux qui ont envie que gagner réduire les coûts de transaction, parce que c'est en gros à ça que sert le digital, pratiquement uniquement à ça d'ailleurs, ou est-ce que ça sert aux individus qui vont réduire les coûts de transaction ou est-ce que ça les dessert s'ils vont être victimes de la réduction des coûts de transaction? Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Dans la plupart des cas, un coût de transaction, c'est une personne. Faut pas vous réduisez les personnes quand vous mettez du digital. Il y a plusieurs réponses à ça. Il y en a une qui est effectivement un certain nombre de décideurs ont tendance à ne voir que ce qui va les arranger dans les nouvelles technologies, dont le digital ou l'intelligence artificielle. Et je pense que là, il y a peut-être une erreur dès lors qu'on crée un désavantage stratégique à son entreprise si on va digitaliser trop loin. Bon. Je vais donner un exemple là-dessus. Moi, je suis dans plusieurs sociétés de location de voitures, comme tout le monde. J'ai quasiment arrêté d'utiliser Avis, parce que chez Avis, vous ne pouvez plus parler à quelqu'un. C'est absolument impossible. Vous faites un numéro, vous n'arrivez jamais sur personne, donc ils ne comprennent pas les besoins que vous pouvez avoir. Alors que dans d'autres sociétés, vous réussissez encore à parler à quelqu'un qui comprend votre besoin, qui va vous aider. Là, il y a un avantage compétitif. Avis a perdu un client. Bon. Donc là, ça commence à être important, notamment par rapport à la collection d'Olivier tout à l'heure, sur les indicateurs. Un indicateur intéressant, par exemple, qu'on n'utilise pas assez. Beaucoup d'entreprises ont un indicateur sur le coût d'acquisition d'un client. Mais peu d'entreprises ont un indicateur sur le coût de perte d'un client. Il y en a, mais pas beaucoup. Or, le coût de la perte d'un client, ça peut être quelquefois beaucoup plus cher que le coût d'acquisition d'un client. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir ici sur est-ce que les instruments que je mets en place servent vraiment ma compétitivité sur le marché. Bien. Après, vous avez soulevé, la question soulève une autre question qui est plus profonde en termes de marché du travail, puisqu'effectivement, le digital, objectivement, le digital a supprimé des emplois. Bon, alors, il ne faut pas oublier qu'il en a créé beaucoup d'autres aussi, hein, donc c'est un peu simple et caricatural de dire que le bilan serait négatif. Pour moi, il n'est pas du tout négatif, mais il y a plein d'études qui le prouvent d'ailleurs. Mais quand c'est votre emploi qui est supprimé, là, vous ne vous sentez pas très bien. Et donc, la question est de savoir, est-ce que les nouvelles technologies, comment est-ce qu'elles vont impacter le marché du travail au niveau des individus? Et on a vu tout à l'heure que plusieurs d'entre elles les enrichissaient. Donc la question, c'est est-ce que l'on peut faire passer
cet enrichissement et quel est le rôle des dirigeants et des managers intermédiaires dans le cas présent, voire des managers de proximité, sur faire passer ces informations. Je m'explique. On a besoin dans l'entreprise aujourd'hui de ce que j'appellerais des traducteurs. Quelqu'un capable de dire, ben voilà ce que l'intelligence artificielle ou digitale va être capable de nous aider à faire, voilà ce que ça veut dire pour notre business model, voilà ce que ça va vouloir dire à votre niveau, à vous, dans les opérations. Voilà ce que l'automatisme va nous permettre de faire. J'avais regardé un peu en détail un cas très intéressant il m'a été rapporté plus tard, mais le cas doit avoir une vingtaine d'années, avec Jean-Paul Bailly, quand il était à la RATP, où il avait fait travailler très en amont les syndicats et les employés sur l'arrivée de la ligne 14. La ligne 14, c'est la première ligne automatisée. Bon. Premier réflexe, quand on vous dit on va automatiser une ligne, ah ben ça va supprimer le travail des chauffeurs, ça va ceci, ça va cela. Bien. Des conducteurs, pardon. Et en fait, ce qu'avait fait Jean-Paul Bailly, c'est mettre au point un travail de traduction sur en quoi une ligne automatisée va en fait changer notre métier, le service qu'on donne aux personnes qui utilisent le train, les nouvelles compétences que ça va demander dans l'entreprise. Il avait fait plusieurs années d'avance, avant que la ligne 14 soit opérationnelle. Donc là, il y a un travail de traduction qui est à faire. Alors, il y a une partie à faire dans les musées, il y a une grosse partie à faire dans les entreprises, évidemment, mais qui fait que je ne crois pas qu'on va avoir une pensée unique, je ne crois pas qu'on va avoir une suppression de la réflexion. Je crois au contraire qu'on va avoir une contestation de la surdigitalisation, ce que je mentionnais sur Avis tout à l'heure. On en a tous ras-le-bol de tomber sur des répondeurs automatiques qui ne comprennent rien à ce que nous disons. Et on va tous être contents quand des entreprises vont mettre en place de nouveaux systèmes avec de l'humain. Alors, c'est important parce que, en fait, je voudrais juste souligner une petite question très opérationnelle, très basique, mais très importante ici. Et la prochaine fois que vous serez sur une ligne téléphonique, vous penserez à moi. Si vous avez un répondeur qui vous dit vous voulez réserver une voiture, faites le 1, vous avez un accident, faites le 2, etc. Bon. Et s'il y avait vous voulez parler à un opérateur, faites le 0. Bon, souvent, il n'y est pas. Alors, il pourrait y avoir aussi, vous voulez parler, vous nous appelez, c'est bien, vous avez besoin de quelque chose, très bien. Est-ce que vous êtes d'accord pour passer par le bot? Donc, vous allez avoir une réunion automatique. Alors déjà aujourd'hui, ça coûte 15 centimes la minute, mais ça pourrait être gratuit quand même. Bon. Ou vous voulez passer par un vrai opérateur, et là, ça va être 1 euro la minute. Ou pourquoi pas? Ou 15 centimes ou 50 centimes. Après, en termes de marketing, on est capable de fixer le niveau. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Or, il est évident que ça va arriver. Il est évident que pour servir les clients, on va avoir besoin de remettre de l'humain, et donc de remettre un certain nombre d'emplois d'ailleurs. Donc, excusez-moi, c'est un exemple à des pâquerettes, mais cet exemple à des pâquerettes me permet de voir qu'on a besoin d'une vraie réflexion sur où est-ce que je mets de l'humain, où est-ce que je n'en mets pas. Parlez avec vos enfants, ils vous disent, ben moi, je n'ai pas besoin d'humain, j'ai mon smartphone, je fais mes réservations, mes machins, mes trucs, et surtout, je ne vais surtout pas parler à personne. Sauf quand il y a un problème. Quand il y a un problème, j'ai envie de parler à quelqu'un. Ben, effectivement, on ne va pas remettre entièrement des personnes pour prendre vos billets par téléphone, ce serait absurde pour prendre un billet de train. Par contre, si vous avez un problème avec le billet de train, vous avez envie très vite de parler à quelqu'un. On le voit déjà apparaître. Vous voyez maintenant sur beaucoup de sites internet un petit truc en bas qui vous dit si vous voulez parler à quelqu'un, cliquez ici. Alors, malheureusement, une fois sur deux, c'est un robot, c'est pas une personne. Alors, il y a des fois où c'est quand même des personnes. Donc, on va voir apparaître ça. Ça va changer notre relation aux technologies, évidemment, et ça va remonter notre relation au contact humain, à l'humanité dans notre travail et dans notre activité humaine.